russe et nous arrivons sur cette ville. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et évidemment cela ne donne pas beaucoup d'optimisme ce matin parmi les Ukrainiens qu'on a pu voir ici à Kiev. Je pense que là on est rentré dans un scénario de guerre totale où rien ne sera épargné, aucune ville, aucun sanctuaire ne sera épargné. Alors que ici on l'a vu évidemment, dès qu'il y avait des cessez-le-feu et des corps humanitaires, les tanks russes ou l'artillerie frappaient ces civils. Donc en tout cas ça se déplace sur les endroits qui sont loin de Kiev. On est à 700 km, ville est à 700 km de là où on se trouve à Kiev, et on est en train vraiment de déplacer toute la stratégie militaire russe vers une offensive sans doute totale. Et j'ajoute qu'ici nous étions sur le front nord-ouest à 15 km du centre de Kiev, et les tanks russes, nous avons vu, ils les villes satellites hier soir à la tombée de la nuit. Eh bien, on voit bien que l'offensive a peut-être piétiné, l'offensive a peut-être été plus longue que prévu, mais elle ne s'arrête pas. Les services ne reculent pas. C'est bien le contraire qui arrive. Ils sont à 15 km de là où on se trouve aujourd'hui. La frappe, Cyril, a touché une base à 50 km de la ville de Lviv, on doit le rappeler. En ce qui concerne la capitale, là où vous êtes, nous sommes au 18e jour de cette guerre. Comment va Kiev ce dimanche matin? Écoutez, comment vont les Ukrainiens, comment vont les habitants de Kiev? C'est une ville fantôme, il neige, conditions très compliquées pour les gens qui survivent ici, conditions très compliquées pour la résistance qui s'organise mais qui est fatiguée. Nous avons pu, avec Georges Yazbek, rencontrer le président Zelensky dans un endroit fortifié. Не, я на самом деле не разбираюсь. Я не в хомуте, мне насрать. Да, я не разбираюсь в этом. Мне моя доля участия только. Да. Ну, примерно, я не специалист, мне насрать на это. Еще раз я тебе говорю, я в этом не разбираюсь, мне вообще на это начхать. Она все равно никакого отношения к действительности не имеет. Sur ce front nord-ouest, Tirpin notamment, où se concentre cette offensive, et bien que les tirs d'artillerie sont redoublés. Ну, он о себе так думает, потому что наоборот, да. Не имеет, потому что не имеет, бля. Ne les armez pas, et on est vraiment entré dans cette phase où on va arriver ici à un siège. Donc l'ambiance n'est pas évidemment à l'optimisme. Il y a cette détermination qui est assez saisissante et incroyable de la part de la population. Как ты туда запрягся только? La génération, в этом про себя только и думай, про себя только думай, вот и все, да. Ну, меня не касается, мне уже надоело. Не имеет это отношения к реальности, понимаешь? К реальности имеет отношение, что ты там делаешь, вот это... Ну ладно, это уже мои слова, не насрать на это. Très très longue guerre. On est parti ici pour des mois de confrontation militaire entre les Ukrainiens et l'envahisseur russe. C'est un envoyé spécial de France 24 à Kiev. Merci à Georges Yazbek qui tourne les images. La guerre en Ukraine qui continue de déclencher une cascade de manifestations, de protestations dans Еще раз я говорю, parties du monde. мне это не интересно. Я просто, да, просто En Allemagne, так, абстрактно просто, да. hier, des dizaines de milliers de personnes. Un vaste drapeau ukrainien déployé devant la célèbre basilique de Florence. Ils étaient plusieurs milliers de personnes à manifester leur soutien à l'Ukraine et dénoncer la guerre. Une allocution du président ukrainien Zelensky a même été diffusée quelques minutes avant la presse, réclamant aux Européens de ne pas oublier les Ukrainiens. Sono grata molto alle persone, ai cittadini italiani che sostengono Мужчины не воюют, представляешь себе? Perché un'aggressione così in Europa è una cosa inconcepibile. Ну да, In questo momento quindi è necessario esserci e ну я на себя озвучил, что я как самое. Avec un Да, message да, identique. типа того, да. Montrer à tout le monde qu'il y a une résistance, même si on n'y va pas, on n'est pas l'arme au poing. Mais voilà, ça aussi c'est une arme, le fait d'être ensemble c'est une arme et on est fiers d'être là, je pense. Ну да, ну это имеется в виду. À Munich ou encore à Madrid et Chypre, et ici à Vienne. Dans la capitale danoise également, c'est un concert à ciel ouvert qui a été organisé en solidarité avec le peuple ukrainien. Sur le front diplomatique, aucune avancée majeure. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et
parlé à Vladimir Poutine, le président russe. Ils ont échangé par téléphone. Vladimir Poutine n'a pas bougé. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky relève cependant qu'il y a de la part du Кремлin une approche фундаментально... Ну, вообще как игрушечное, но все понарошку, понимаешь? То есть, да. Но, тем не менее, ну, да, ну, он про себя так думает, да, понимает, наоборот, это, да, нет. Вся политика это понарошку, представляешь? Да, это все, да. Мне это неинтересно, я не про это не говорю. Вот смотрите, ну, там, да, ну, это имеет в виду. Ну, да, конечно, нет, я тебе не про страх я тебе говорю, я тебе говорю, что политики не существует на самом деле. Но это как бы форма выражения просьбы халявы. То есть народ просит задарма, поэтому они заставляют людей воевать, например. То есть и лохи, естественно, идут как пушечное мясо, да, воевать за потребности, да, меня не касается. Ну, как вариант просто. Мне начхать на это, я не знаю, уже кислородно ходить даже на срак, потому что мне уже... Ну, просто я смотри, вот если ты, например, какой-нибудь, ну, министр, неважно, если ты какой-нибудь политик, чинуша или кто угодно, да, как тебя это, ты просто варюга, короче, да, я понимаю. Ну, я имею в виду какой-нибудь высокопоставленный. То есть не варюга, а какой-то, ну, идейный человек, да, который действительно трудится там, типа, чиновник на благо государства, что-нибудь, да. И тем более, ну, представь, да, что, как бы, да, то есть иметь, то есть представь, что украинские националисты, что они правы. Найди там зерно истины, понимаешь, потому что наверняка оно там есть, правильно? Да. Наверняка, вот, ну, посмотри, ну, вот и все, а теперь сравни со своим зерном истины. То есть и так, ну, думай, ты что, не мужик что ли? Вот и соображай, да, работай головой, да вот и все, это есть. Может, это твоя профессиональная обязанность, черт тебя знает. То есть, ну, я тебе еще раз говорю, можешь расслабиться, потому что, да, ну, тогда тебе придется учить политике вообще, да. Ну, меня это не интересует, я просто тебе объясняю так, да, как бы. Просто что это интересно, тогда нету безысходности, понимаешь? И как бы есть куда развиваться, но из политики ты закономерно выйдешь. Как за что-то нормальное, да, человекообразное, что-то выживабельное. Ну, понимаешь? Потому что политика это не про выживание вообще. Политика, да, меня не интересует это. Ну, это гумфа. Там мужчине это позор. Если мужчина в политике, это позор. Ну, так уж молчи про себя, не говори. Выходи, как-то выходи постепенно. Нет такой задачи выходить. Только, да. Сам тут выскользнешь, как говорится, по труду, по уму, да. Ну, значит, не заслужил. Меня не касается. Это само собой, да. Мне не интересно это. Ну, на себя так думаю. Да мне насрать. Я не политик, ты что на меня смотришь, ебан, блядь? Тупорылое говно. Я не политик, а я безработный просто обычный. Ну, ты меня понимаешь, короче. Да, но насколько это ценно, понимаешь? Насколько ты можешь меньше дел сделать политических и больше в пользу людей, то есть. Потому что политические дела, ну, понимают, да. В пользу нормальности, как, да. Вот пусть бабы, они все, это их проблема. Вот они хотят защищаться, пусть они сами берут вилы, какие-нибудь оружие, идут на НАТО. Так. За свои бизнесы! Ну и бабы! Des amis et des membres de ma famille pour ma campagne. Облегчение, понимаешь? L'État américain a occupé le pétrole de Syria et lui ont usurpé les terres. Or, ils sont encore influents dans la région. Et bien, ça manque de conditions pour faire campagne. Ça coûte de l'argent, c'est risqué. On va dans des zones où il y a encore des affrontements armés. Ou alors on me dit que je ne peux pas aller à certains endroits et que j'en fais une vidéo. Это просто интересно, понимаешь? Да. То есть кто здесь прав? Почему такая, да, неважно. Да, ну, тут нету как бы просто, почему это вообще происходит? Откуда, в чем причина-то? Че вообще, да, че как, ну, не касается. Да. Еще раз я говорю, это все понарошку. Да. Никто не прав, понимаешь? Я не знаю даже, что уже сказать, но это просто прикольно. Ну, как игра? Типа, да. Ну, это их проблема, что они умирают, что они из этого сдохнутся. Да. Никто не знает. Да. Мало,
comme Syriac, victime de Georges 40. Par respect pour les victimes, il ne devrait pas participer. No debiera participar. Près de 400 candidats briguent les 16 mandats réservés aux victimes, alors que la peur règne encore dans ces zones rurales. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne d'information internationale. Continue sur France 24. Bonjour, je suis Sarah Sako, votre correspondante au Sénégal. Je suis également l'actualité en Mauritanie, en Gambie, en Guinée ou encore en Guinée-Bissau. Retrouvez-moi du lundi au vendredi dans le Journal de l'Afrique et dans toutes les éditions de France 24. На поводу страха идти. Ну хотя бы внутри ты можешь это не делать, понимаешь? Вот я про это тебе и говорю. Вот министр Лавров, кто-нибудь там, да любой, да. Ну, все оставляешь точно так же, только внутри думать начинаешь. И знаю, что понимаешь. Вот типа того, да. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures. Значит, ну продолжаешь, наверное, даже. Même vacciné. Обосновываешь свою, да, ну да, ну вот видишь. То есть мы не правы, но мы все равно свое хапнем, то есть это имеет в виду. А если дальше продолжить? А каковы основания тогда? Почему это происходит? Да, и так далее. То есть продолжать. Я просто так уже, мать сюда, понимаешь? Дальше сам уже давай, да, понимаешь? Да. Ну это же интересно, свежо, прикольно, да? И как-то, да, типа того, жизненный уклад, да. Ну, типа того, да. В принципе, даже безопасно. Ну, сейчас смотрите. Да, так, можно играть, типа, да, ну, может быть, да, наверное, да. Ну, да. Ensemble de procédés contribuant à la désinformation. À France 24, notre travail est de vous donner une information de qualité. Notre rigueur, notre indépendance nous permettent de discerner le vrai du faux. Avec Infolintex, apprenez à repérer par vous-même les fausses images sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, dans Contrefait, on débusque les fausses nouvelles qui concernent l'Europe. On vérifie, on rectifie. Au quotidien, sur le site d'Info Migrants, nous combattons les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux sur la réalité de la migration. France 24, l'info certifiée. Liberté, égalité, actualité. France 2022, l'heure du choix, c'est votre nouveau rendez-vous pour une nouvelle info de l'actualité de la campagne présidentielle. Grâce à nos envoyés spéciaux qui seront au plus près des candidats, nos correspondants aussi à l'étranger et nos reporters bien sûr en France. L'équité de Rosine Fèvre, le décryptage de nos chroniqueurs et des correspondants, c'est un regard différent sur cette campagne que nous vous proposons. Rendez-vous donc tous les soirs à 20h15, heure de Paris. France 2022, l'heure du choix, à suivre sur France 24 et France24.com.
région de Lviv, dans l'ouest, a été bombardée près de la frontière polonaise, ce qui est relativement nouveau. Cette partie de l'Ukraine jusqu'ici était épargnée. De son côté, Kiev, la capitale, continue de se préparer à l'assaut alors que les frappes se poursuivent dans sa périphérie. Vous écouterez notre envoyé spécial Cyril Payen. Ailleurs, comme à Mariupol, la situation sur le plan humanitaire reste catastrophique. À la une aussi, l'Irak, le consulat américain à Erbil, au kurdistan irakien, a été visé par des tirs de missiles balistiques, pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels. Ces tirs ont été lancés depuis l'Iran accuse les Américains, ce que ne démentent pas les Iraniens. Explication à suivre de Siavosh Ghazi. Voilà pour les titres, nous sommes le 13 mars. Merci de choisir nos antennes pour vous informer. L'offensive russe en Ukraine est 7e jour, ce dimanche matin, les autorités d'État ukrainiennes qu'une base située près de la frontière polonaise a été bombardée. Le site se trouve dans la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, une partie du pays jusqu'ici relativement épargnée par la guerre. Avant cette guerre, cette base servait de centre d'entraînement pour les soldats ukrainiens sous l'encadrement d'Américains et de Canadiens. Les sirènes retentit dans la ville d'Lviv. Cette base a aussi servi aux exercices militaires conjoints entre les forces ukrainiennes et américaines. Tout ça, c'était avant la guerre. Les forces russes maintiennent ce qui s'apparente à un effort contre une bonne partie de Kiev. La capitale ukrainienne continue de se préparer face à un possible encerclement, alors que les bombardements se poursuivent en périphérie. Des localités proches de Kiev ont été touchées cette dernière renfort, c'est ce qu'affirment les autorités ukrainiennes. Elles promettent une défense acharnée. Envoyé spécial de France 24 à Kiev, Cyril Payen. Comment vont les Ukrainiens, comment vont les habitants de Kiev? C'est une ville fantôme, il neige, conditions très compliquées pour les gens qui survivent ici, conditions très compliquées pour la résistance qui s'organise mais qui est fatiguée. Nous avons pu, avec Georges Yazbek, rencontrer le président Zelensky dans un endroit fortifié, un bunker, un endroit tenu secret, beaucoup de précautions de sécurité pour rencontrer ce président qui lui-même nous a dit qu'il était fatigué à l'image de tous les Ukrainiens, à l'image de cette résistance qui s'organise, mais les conditions sont difficiles et on voit bien encore une fois, pour avoir été hier soir à la tombée de la nuit sur ce front nord-ouest, dans les villes d'Irpin notamment, où se concentre cette offensive, et bien les tirs d'artillerie sont redoublés, il y a une puissance de feu, une capacité de feu extrêmement importante. Les Russes ne les arment pas et on est vraiment entré dans cette phase où on va arriver ici à un siège. Donc l'ambiance n'est pas évidemment à l'optimisme. Il y a cette détermination qui est assez saisissante et incroyable de la part de la population, quel que soit l'âge, la génération, des hommes ou des femmes. Les gens qui sont ici sont là pour rester, pour résister, mais le rouleau compresseur russe est en train de fondre sur cette ville et on sait en tout cas dans des conditions en fait encore une fois très difficiles qu'il va y avoir. C'est une très très longue guerre. On est parti ici pour des mois de confrontation militaire entre les Ukrainiens et l'envahisseur russe. Les affrontements continuent donc sur fond de drames humanitaires dans certaines villes comme Mariupol, même Moscou, tout en accusant des nationalistes ukrainiens, reconnaît que la situation a pris des proportions catastrophiques. Reportage France 2, Maris Burgo, Julie Vitaline. Des immeubles bombardés sans relâche. Mariupol pilonné sans retenue par les forces russes. Explosion sourde sur le port assiégé. Les soldats se mettent à l'abri. Les ambulanciers ne peuvent plus travailler. Et à l'hôpital, il faut soigner dans l'urgence. Dans ce couloir, une femme dévastée. L'un de ses enfants a été tué dans le bombardement qu'elle vient de vivre. Nous sommes allés chez mon frère. Les femmes et les enfants sont allés dans les sous-sols. Et ensuite, des obus de mortier ont atteint l'immeuble. On était piégés au sous-sol et 2 enfants sont morts. Personne n'est plus laissé. Des habitants privés d'eau, de gaz, d'électricité, de nourriture. Situation insupportable, dramatique, selon les Il y a de nombreux cadavres dans les rues. Il est impossible de les enlever à cause des bombardements incessants. Nous ne savons pas combien de gens se terrent dans les abris et combien sont morts ou blessés. Mariupol sombrant chaque jour
Sachez par ailleurs que les évacuations de civils se sont poursuivies le samedi. Il y a des fouillards humanitaires, près de 13 000. Selon le président Volodymyr Zelensky, il a aussi livré un bilan des pertes côté ukrainien et côté russe depuis le début de l'offensive. 1300 militaires ukrainiens tués, a-t-il dit, 12 000 côté russe, a-t-il ajouté. Le chiffre est possible à vérifier de sources indépendantes. Depuis le début de cette guerre, on l'a dit, le nombre de réfugiés, de déplacés n'a pas cessé d'augmenter. Près de 105 000 personnes ont trouvé refuge en Moldavie. Nos envoyés spéciaux Karina Chabot et Nadia Massi se sont rendus dans un centre d'accueil, le principal point d'entrée en Moldavie de ces réfugiés. Ici, au centre de tri de Marinka, des navettes comme celle-ci, il y en a des dizaines chaque heure, venant directement de la frontière ukrainienne, à 3 km d'ici. À leur bord, des réfugiés venant directement de Mykolaïev, fuyant les bombes ou encore d'Odessa par anticipation de crainte d'une attaque russe, des familles, essentiellement des femmes, des personnes âgées ou encore des enfants qui ont laissé leur mari, leur fils en Ukraine et ont dû abandonner leur foyer. Ils sont souvent fatigués et parfois traumatisés. Écoutez. Потому что наш город уже бомбят 12-й день, и бомбят, и прошлую ночь мы все сидели в подвале, бомбили нас, и дома, и все, и мы сегодня решили уехать, потому что под смерчами жить, это... Они живут в другом районе, им тяжело выехать, тяжелее, там окружено все, и не так просто добраться. Если честно, мы сегодня под стрельбой уходили с детьми. Это страшно, это очень страшно. Транспорт не ходит, нас типа разводили, мы пишем через весь город. Pour les accueillir, de multiples organisations humanitaires qui leur apportent un plat chaud, mais aussi des fruits ou encore du lait, et qui ont affrété ces nombreux bus à destination de différentes capitales européennes, que ce soit en Bulgarie, en Pologne ou en Slovaquie. Une manière de désengorger Chisinau qui fait face à cet afflux de réfugiés ukrainiens depuis le début de la crise. La guerre en Ukraine qui continue aussi de déclencher une cascade de manifestations du monde, en Italie, en France, en Pologne, en Allemagne. Elles ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Sur le front diplomatique, aucune avancée majeure. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone. Le président russe n'a pas bougé. Son homologue ukrainien relève toutefois une approche fondamentalement différente de Moscou. Il s'agit de parler avec pièce écoutée Volodymyr Zelensky. Un groupe de négociateurs ukrainiens et russes discutent de diverses questions actuellement. Ils ont commencé à parler de quelque chose et pas seulement à lancer des ultimatums. Je pense qu'il s'agit d'une approche fondamentalement différente. Ils devraient toujours en être Je pense aussi que cette discussion ne trouve pas suffisamment de partenaires, de dirigeants occidentaux. Car si nous parlons des garanties de sécurité de notre État, il est impossible de faire confiance à la Russie. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est de l'Ukraine. Dans l'actualité internationale également, Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, elle a été la cible ce dimanche de missiles balistiques, 12 au total qui ont visé le consulat américain, selon les forces de sécurité kurdes. Pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels. Selon le responsable américain qui a parlé à l'agence Reuters, ces missiles ont été tirés depuis l'Iran. Pas de réaction officielle côté iranien, mais plusieurs sources affirment qu'il est très vraisemblable que ces tirs sur Erbil soient partis d'Iran. Serge Gazi à Téhéran. Des déclarations officielles de la part des responsables iraniens, notamment des gardiens de la révolution, mais selon des sites spécialisés dans le domaine militaire, mais aussi la télévision d'État. Ces 12 missiles qui ont été tirés depuis le nord-ouest de l'Iran visaient 2 centres secrets d'espionnage appartenant au Mossad israélien. Et ces centres ont été visés en représailles à la mort de 2 colonels des gardiens de la Révolution lundi par un tir de missiles israélien près de Damas. Donc l'Iran prend sa revanche. Ces 2 colonels étaient apparemment si importants
que le chef des gardiens de la Révolution et le chef des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution, chargés notamment du programme balistique, ont participé à leurs obsèques à Téhéran et ont affirmé que l'Iran allait se venger de l'attaque et de la mort de ces deux colonels qui étaient apparemment spécialisés dans la fabrication de missiles de haute précision. Siavash, rappelez-vous dans quel contexte interviennent ces tirs. L'Iran affirme, ces sites affirment que l'Iran ne fera plus preuve de retenue face aux attaques israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie ou contre des cibles proches de Téhéran en Syrie. Donc désormais répondre à ces frappes israéliennes en Syrie. Cette escalade entre Téhéran et Tel Aviv, donc ça peut enclencher d'autres attaques de part et d'autre. Cela intervient aussi dans un contexte de tension alors que les négociations nucléaires sont dans l'impasse, puisque il y a une pause qui a été déclarée dans ces négociations, et donc ces tirs qui ont visé des cibles notamment proches du consulat américain à Erbil peuvent compliquer la reprise de ces négociations et compliquer la conclusion d'un accord sur le dossier nucléaire iranien. Fin de ce journal, merci de votre fidélité à nos chaînes. Bonjour à tous, bienvenue sur Ici l'Europe à l'issue du sommet de Versailles, où les chefs d'État des 27 étaient réunis dans un conseil européen pour tirer à la fois tous les enseignements de la guerre en Ukraine, mais aussi tenter d'aider au mieux possible les Ukrainiens. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui un chef de gouvernement qui a participé à ce sommet, Andrej Plenković. Bonjour, Premier ministre de Croatie, du parti conservateur au pouvoir. À l'issue de ce sommet, les 27 ont décidé de nouvelles sanctions contre Moscou, des sanctions qui n'ont pas l'air de porter leurs fruits. Je dirais que cette sommet de Versailles, sommet informel qui était présidé par le président Macron et Charles Michel, est aussi un pas en avant, parce que je crois que les forces russes continuent de concentrer leur offensive sur les grandes villes ukrainiennes. Les taux se resserrent autour de Kiev. 2 semaines après le début de la guerre en Ukraine, à l'ouest du pays, la population de Loutsk fait face au bombardement des forces russes. Les réfugiés ukrainiens continuent de fuir les bombardements russes. En France et en Italie, des associations se mobilisent pour les accueillir. Les taux se resserrent autour de Kiev au 18e jour de l'offensive russe en Ukraine. Présents dans la banlieue de la capitale, les soldats cherchaient ce samedi à éliminer les défenses à l'ouest et au nord pour encercler la ville. Selon les autorités ukrainiennes, des roquettes russes ont complètement détruit un aéroport au sud de la ville. Un entrepôt de pétrole également touché a pris feu. Environ 13 000 Ukrainiens ont pu être évacués par des couloirs humanitaires. Mais selon le gouvernement de Kiev, Moscou ne respecte pas ces couloirs. L'un d'eux aurait été l'objet de tirs causant la mort de 7 personnes.